Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de la FAPE, à vous voir sur le canal ici. Merci beaucoup à la DEOF qui est avec nous aujourd'hui, Rosane Le Guenec et son équipe. Aujourd'hui pour la FAPE, Hélène Monard-Leroy et moi-même, Brice Bulteau, on sera vos hôtes, les deux administrateurs représentants de la FAPE, et Mélissa, incontournable, qui va également nous aider sur cette session. Je remercie évidemment tous les participants qui attendent ce rendez-vous très très fréquemment. Pour rappeler aussi que la session est enregistrée et elle rencontre traditionnellement un très beau succès dans les replays. Donc voilà, ce qui est attendu ici suscite toujours des attentes, mais elles sont toujours satisfaites. Donc on va vous passer la parole si vous voulez bien. Pour un peu expliquer aux membres, hein, on a travaillé sur la remontée de plusieurs sujets qui relevaient de votre service et qui sont les sujets de préoccupation dans les différentes régions du monde qui sont très très bien représentés aujourd'hui. On vous les a communiqués en avance, les thématiques, vous les avez entre les mains. Hélène est là avec moi aujourd'hui pour nous aider à naviguer aussi, à rebondir ou à préciser si des sujets n'étaient pas clairs. Mais la main est grandement la vôtre. Merci beaucoup d'avoir rassemblé votre équipe et on vous écoute maintenant. Merci beaucoup à vous. Effectivement, on est ravis de ce rendez-vous et de vous retrouver pour un échange. Donc, effectivement, la méthodologie a été celle de récupérer les questions que nous avons tenté d'organiser. Hein, je vais y revenir. Et pour y répondre, effectivement, eh bien, on a sollicité à la DEOF les personnes qui étaient en charge des questions, du moins le plus possible, hein, parce que certains sont en mission actuellement. Et je vais effectivement laisser l'équipe se présenter, peut-être à commencer par mon adjoint à la DEOF. Merci Rosane, bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Moureau, adjoint auprès de Rosane à la direction de l'enseignement, de la rotation et de la formation, habitué de ces webinaires, mais cette fois-ci je vous prends par surprise avec une coupe de cheveux rafraîchissante. Merci Sébastien. Et puis je suis aussi, et parce que je crois qu'il y a déjà des liens assez forts qui se sont créés avec le pôle premier degré de la DEOF, ce qui va vous permettre de rencontrer, puisqu'elles sont arrivées en septembre, hein, avec la rentrée scolaire, d'abord Frédéric. Enchantée. Donc, Frédéric Rocher, j'ai succédé en septembre à Alain Trintignac. Donc, je travaille à la fois sur le pôle école inclusive et puis la coordination du premier degré. Et puis avec un travelling manuel, hop. Bonjour à tous et toutes, Vanessa Pastor. Donc, je viens sur une création de poste à la rentrée à la DEOF, seconder Frédéric sur des sujets spécifiques au premier degré, notamment celui de la maternelle. Qui sera le premier sujet évoqué aujourd'hui. Et puis, nous sommes aussi en lien, parce qu'il y a beaucoup de questions qui portaient sur le bureau du parcours des élèves et de l'orientation. Laurent Mettet n'est pas disponible aujourd'hui puisque nous sommes sur le jury des France Excellence Major. Il y a d'ailleurs une question, et c'est Yasmine qui représente le bureau. Bonjour à tous. Peut-être te présenter pour dire... Oh oui, pardon, oui, ok. Pour nous, c'est normal, mais... Donc Yasmine Médéreg, donc rattachée au BPO à la DEOF et donc principalement en charge du dossier Parcoursup. Voilà, le sujet qui plaît toujours à tout le monde. Et puis, il y a des questions aussi qui portaient sur la formation et la diplomation dans le réseau. Gérard Colavecchio est en mission, mais effectivement, je prendrai en charge naturellement ces problématiques que je connais bien. Donc, revenir peut-être à notre déroulé et la manière dont on va tenter de s'organiser. Le temps est très, très restreint. On va essayer d'aller le plus loin possible et de vous donner les réponses tout en étant à la fois précis et synthétique. On s'est dit qu'on allait suivre le parcours des enfants, hein, du plus petit au plus grand. Ça a été le chemin. Il est pas, bon, voilà, il vaut ce qu'il vaut. Donc, une entrée par la maternelle et puis ensuite, on remontera les niveaux et on finira par la formation et tout ce qui est aussi numérique éducatif et IA. Si on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, eh bien, je pense qu'il y a une séance notamment en juillet, hein, et on pourra les rapporter les réponses à ce moment-là.
Je vous propose on démarre. Comment souhaitez-vous que on prend la première question qui portait peut-être sur la désaffection des maternelles. Donc, on va passer la parole successivement au sein de la DEOF et je passe la parole à Vanessa. Oui, alors tout d'abord, avant de parler de désaffection, on peut aussi parler d'une baisse démographique qui concerne autant les effectifs à l'international qu'en France et que cette baisse va s'accélérer. Donc, plutôt que parler de désaffection, j'ai envie de dire aussi quels sont les autres enjeux qui peuvent concerner ce sentiment perçu par les parents et peut-être s'interroger sur ce qui fait les spécificités de la maternelle à la française. Dans certaines zones, par exemple, s'intéresser particulièrement à ce qui peut permettre le passage de cet âge préélémentaire à l'âge élémentaire. Sur certaines zones, on sait que la scolarisation, pourtant l'instruction obligatoire, la scolarisation obligatoire en France dès l'âge de 3 ans n'est pas quelque chose culturellement encore ancré dans certaines zones. Donc, comment on peut développer? Là, ça va être plutôt l'aspect du développement des maternelles. Et des idées existent déjà, des dispositifs existent déjà, tels que des classes passerelles, des mises en place de TPS, de toutes petites sections, et puis aussi donc des tentatives d'innovation, telles que des crèches partagées, où on va justement développer ces classes passerelles, ensuite des crèches partagées dans les écoles. Donc ça va être l'idée plutôt du développement. Nous, on est inspectrice plutôt sur la partie pédagogique. Et donc, la réponse qu'on vous fournira, elle sera d'abord d'ordre pédagogique. Il faut justement aussi bien différencier localement ce qui va se passer pour ces offres-là et implanter pédagogiquement, si par exemple la TPS, ou promouvoir des actions pédagogiques qui vont justement ancrer cette spécificité de la maternelle à la française. Je pense à des exemples qui se sont produits cette année sur des mises en place de semaines de la maternelle et qui favorisent la coéducation avec les familles en Amlam-Nord ou en Zéco, dont on a fait la promotion et la valorisation sur notre site. Sur la question de est-ce que c'est sur cette question-là, il y avait aussi la question des programmes, me semble-t-il, au cycle 1. Est-ce que voilà. Oui, Voilà, donc sur la question des programmes que vous avez aussi engagés, donc le poste qui est dédié sur la valorisation de la maternelle à la française cette année, on a pu travailler dans 3 directions au niveau des cadres, des formateurs et des enseignants. Au niveau des cadres, nous avons mené avec ma collègue un séminaire qui avait une coloration plus particulièrement maternelle en faisant intervenir justement des IG, notamment pour remettre à niveau, je dirais, les connaissances et les priorités de l'éducation nationale à faire partager au sein du réseau. Ce qui a pris aussi de l'ampleur cette année par la mise en place d'un groupe de travail, c'est la proposition d'un pilotage partagé avec les IUN en résidence de zone pour créer justement des actions pédagogiques ou des outils de pilotage qui vont à la fois servir en zone et au niveau de l'agence et procéder par exemple à la création d'une AP Monde l'année prochaine qui va donc uniquement dédiée à la maternelle et celle-ci sera adossée à des formations. Oui, excusez-moi, j'ai pas, j'ai pas vu l'acronyme Amérique latine du Nord. Et un pilotage aussi partagé avec les IUN autour des questions vives de l'enseignement maternel actuellement et celle du développement de l'enfant. Je pense par exemple aux compétences psychosociales, à la place du langage oral ou à la prise en compte, pour ce qui nous concerne dans le réseau OFE, de la diversité linguistique dès la petite section. Donc là, c'est un travail que nous menons en partage avec les IUN. Bien évidemment, cette année ne vous aura pas échappé qu'ont été proposés des nouveaux programmes dès le cycle 1. Donc, nous avons travaillé là également avec nos collègues inspecteurs de résidence en zone et avec les formateurs sur la base des préconisations de la DGESCO pour mettre en place donc des supports de formation qui vont être proposés à l'ensemble des zones et adaptés bien évidemment aux spécificités de l'enseignement français à l'étranger. Je prends par exemple un exemple. Une des focales du programme de cycle 1 en français était la prise en compte du vocabulaire et du lexique et nous avons demandé au groupe de formateurs en charge de la préparation de ce webinaire de travailler sur la spécificité du langage oral dans un contexte plurilingue avec une visée en pensant que ce webinaire pourra être destiné aux enseignants déjà détachés et formés en France, mais également aux professeurs recrutés en droit local.
Et enfin, effectivement, aussi une réflexion autour de l'attractivité en maternelle, hein, bien évidemment, comme vous l'évoquez dans votre questionnement, d'un point de vue, là encore, pédagogique. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de la création des TPS. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement à prendre en considération. C'était au niveau français cette année une des priorités du plan maternel de la DGESCO. Et comme n'étant pas des classes homologuées, il faut quand même tenir compte et accompagner les enseignants. Donc là aussi, nous avons commencé un groupe de réflexion, un document de travail est en cours d'élaboration pour tenir compte de la création de ce dispositif d'un point de vue pédagogique et aider les élèves, les tout jeunes enfants, pas encore d'élèves à cet âge-là, à construire des premières compétences psychosociales et le penser dans un plan de formation. Voilà sur le programme. Juste une petite incise, est-ce que vous pouvez nous expliciter, parce que dans le réseau, on n'a pas tous le même degré d'acculturation avec les acronymes de l'éducation nationale. Pardon. Et là, il y en a eu beaucoup. Oui, alors, je suis désolée, excusez-moi. C'est vrai que Alors, les CPS, compétences psychosociales, donc ça, c'est vraiment une des priorités des nouveaux programmes qui paraissent et même il y a un nouveau socle commun de compétences, de connaissances et de culture qui est en cours d'élaboration actuellement. Et ça va devenir donc le fil rouge de la scolarisation de l'élève de l'âge de 3 à 16 ans. Donc, les compétences psychosociales, c'est développer l'empathie, l'entraide, l'écoute et l'estime de soi. Ça, je vous en donne quelques-unes, des compétences essentielles pour devenir un futur citoyen éclairé. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme... Il y avait IEN, moi j'ai noté. Pardon, oui, inspecteur de l'éducation nationale, excusez-moi, en charge du premier degré. Qui sont en zone. Voilà, Qui sont en zone, hein, donc qui ont... D'accord, qui sont en zone. Voilà. Donc, juste pour Et qui, à expliquer, la chaque... fois- Pardon? Pardon, je me permets juste, c'est qui ont à la fois envoyé en charge tout le pilotage pédagogique du premier degré, mais qui accompagnent aussi les directeurs et les chefs d'établissement dans la valorisation, la connaissance de ce qu'est l'école maternelle et aussi comment accompagner le pilotage des directeurs des chefs d'établissement de l'école maternelle. Et il me semble que j'ai noté dans un groupe de travail TAP, TAP, ou c'est ça? Non, Ouais. un groupe de travail les AP, AP, sur les actions actions pédagogiques monde. Ah, voilà. Voilà, des actions que l'agence propose à l'ensemble des établissements du réseau. Très concrètement, c'est une action pour alimenter le développement du langage, notamment dans des espaces à scénario en situation d'agir et de parler, avec voilà, des modalités pédagogiques. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler, notamment pour le développement de la langue. S'agissant des actions pédagogiques, Mélissa, je ne me souviens plus, est-ce que je vous partage la note annuellement ou pas? Je ne suis pas sûre. Bon, Mais- donc c'est quelque chose que je peux t'adresser, le cas échéant, si vous voulez voir un peu plus clair sur les actions pédagogiques qu'on essaie d'impulser depuis l'échelon central. Et effectivement, comme on a pris aussi le projet de revaloriser la maternelle, ça apparaît à travers ce document. Très volontiers, merci beaucoup. Avant qu'on passe au sujet suivant, quelqu'un demande la définition de classe passerelle. Alors, en France, les dispositifs passerelles, ce sont des dispositifs on va dire d'inclusion, d'inclusion, oui, je sais même si c'est pas le mot adapté, mais bon, des tout petits enfants qui fréquentent la crèche collective et qui vont quelques heures par semaine fréquenter pour se sociabiliser dans un groupe plus grand qui est celui d'une classe de petite section maternelle. Voilà, et c'est fait généralement avec la CAF. Et moi, nous avons bien lu aussi votre question autour de l'allophonie, de la maîtrise de la langue française, et notamment pour des élèves qui n'auraient pas suivi le parcours maternel, qui rentrent en CP. Effectivement, avec la diversité maintenant des publics et l'ouverture des établissements sur les pays hôtes, sur tous les pays différentes nationalités, c'est un sujet qu'on a identifié, qu'on travaille aussi avec justement l'accompagnement pédagogique, des réponses à travers des dispositifs, des soutiens, etc. Donc oui, on vous rejoint pleinement sur cette réflexion qu'on prend en compte avec les collègues inspecteurs actuellement. Et je me Et permets aussi cette liaison maternelle CP et comment l'enseignant répond par rapport à un élève qui arrive en CP1 qui n'a pas pu bénéficier de bain langagier français en amont et qui arrive dans nos établissements. Merci pour votre réponse très complète. Je me précise juste un petit retour d'expérience, mais la TPS à Barcelone a totalement inversé la tendance sur l'inscription à la crèche du lycée français de Barcelone. Donc, je le soumets parce que
comme vous êtes en train de le développer, en tout cas, sachez qu'il y a des zones sur lesquelles ça fonctionne. Oui, merci. On est effectivement dans une collecte aussi pour nourrir la réflexion collective et puis tout autour dans tout le réseau. Merci beaucoup. Peut-être qu'on poursuit sur les programmes, On poursuit peut-être. rapidement du coup sur les programmes. Alors, Parce qu'il y avait des questions effectivement Oui. sur les évolutions de programmes. Hein. Exactement. Alors, vous ne nous avez pas interrogé sur les programmes de cycle 2, hein. Vous avez vu donc évolution cycle 1, cycle 2, cycle 3, avec, on trouve des programmes qui vont être très intéressants pour le réseau, puisqu'ils sont structurés, beaucoup plus structurés que ceux précédemment, avec aussi beaucoup d'exemples illustratifs. Et ça, pour nos enseignants recrutés locaux, ou vous voyez nos enseignants néo-titulaires, si on peut le dire comme ça va être intéressant de pouvoir s'appuyer sur un cadre qui est extrêmement explicite. Que ce soit au cycle 2 ou au cycle 3, il y a vraiment une volonté de gagner en efficacité, d'éviter la redondance pour les enseignants. Et on a des nouveautés. Donc, sur le cycle 2, on a quelques focales. Donc, on a travaillé avec ma collègue et actuellement dans le réseau, donc il y a des formations qui sont déployées et on a pu travailler avec les formateurs à partir d'exemples du réseau. Ils sont allés expérimenter et mener des vidéos dans des classes. Donc, on présente à la fois les nouveaux programmes, mais immédiatement l'adaptation et l'exemplification par rapport à ce qu'on réalise dans le réseau. La grande nouveauté pour le cycle 2, c'est l'introduction des fractions et puis on intensifie aussi le travail autour de la résolution de problèmes. On poursuit tout au long du cycle 3. Au cycle 3 aussi, on rentre dans la pensée informatique, mais avec une volonté que les élèves manipulent, expérimentent, collaborent davantage. Il y a aussi une autre entrée, ma collègue parlait des compétences psychosociales. Il y a une attention qui est portée sur l'approche positive de l'erreur, dédramatisée, comme une étape normale d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi auprès des formateurs, avec une participation de tous et toutes, et notamment des exemples féminins valorisés. Vous avez peut-être lu dans la presse ou entendu parler du plan filles maths. Donc là également, on attend aussi notre collègue IAIPR de mathématiques qui rejoindra l'ADEOF à la rentrée pour le travailler. En français, ce qui est à retenir vraiment, c'est accentuer le travail de l'oral, et ça va être important par rapport au réseau, et aussi encourager vraiment à l'écriture, parler tous les jours, et une étude de la langue, mais qui est au service de la lecture et de l'écriture. Donc vraiment donner du sens à cet apprentissage grammatical et orthographique, mais le mettre au service de l'expression écrite orale. Et là aussi, on a constaté qu'on a encore du travail dans le réseau et on va déployer un plan stratégique interdegré porté par la DEOF l'année prochaine, IAIPR, donc second degré, premier degré, et on va en faire un objet de travail majeur pour le réseau. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre que donc vous voyez qu'on est à l'œuvre avec les collègues inspecteurs et tous les formateurs pour nourrir la réflexion et qu'on accompagne aussi les directeurs dans le déploiement. C'est pas que un temps de formation pour les enseignants, mais c'est aussi comment les directeurs vont accompagner le pilotage, le suivi et l'évaluation de cette mise en œuvre des nouveaux programmes. Concernant les groupes de niveau, du coup, est-ce que vous avez un... Mais bien sûr, nous enchaînons. Vous voyez la C'est fluidité. impressionnant. Alors, je vais peut-être commencer par évoquer les groupes de besoins. Parce que il y avait eu effectivement beaucoup de bruit autour des termes utilisés. Ce sont des groupes de besoins. Donc, ce sont bien des besoins qui sont repérés auprès des élèves et qui permettent de constituer des groupes qui évoluent au fur et à mesure de l'année. À ce titre, l'ADEOF, on avait, au moment de la constitution de ces groupes et de la mise en œuvre de ces groupes dans le réseau, nous avions pris la tâche, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale. Ces groupes de besoins s'appliquent effectivement au réseau et nous avions diffusé une note à destination des établissements. D'abord, pour rappeler le fait que les besoins des élèves devaient être pris en compte, mais que, évidemment, nous ne pouvions pas le faire à l'identique de ce qui était proposé pour les établissements français, puisque nous ne jouons pas
hein, sur les mêmes échelles, hein. On a des écoles en France et des collèges qui ont des seuils qui s'appliquent, ce qui n'est pas le cas dans le réseau. Donc, nous n'avons pas toujours l'effet de masse, hein, qui permet effectivement de regrouper des classes, de dégager des heures spécifiques. Et la note que nous avions envoyée indiquait bien effectivement la nécessité de prendre en compte les besoins des élèves, mais évidemment en s'adaptant aux conditions qui étaient celles des établissements. C'est-à-dire qu'il y avait cette dimension de cette marge, et je crois que cette marge a eu un effet bénéfique en quelque sorte, parce que le message est passé. Donc oui, nous avons une enquête. Cette enquête, elle est double. Dès octobre, en fait, nous avons envoyé vers les chefs d'établissement une enquête assez précise pour leur demander les conditions de mise en œuvre et les besoins qui avaient été exprimés par les élèves et les enseignants, hein, ce qui avait permis de mettre en place les groupes. Et comme on avait trouvé que le retour était inégal, nous avons renforcé cette enquête par une seconde enquête, mais qui s'appuyait davantage sur les EF2D, donc les formateurs de lettres, à destination des établissements, ce qui nous a permis d'avoir une étude qui est assez fine et complète. Ces éléments d'ailleurs, hein, je vous l'indique, puisqu'on a eu un regroupement de formateurs de lettres pas plus tard que la semaine passée, ont été présentés à l'inspection générale, hein, du ministère de l'Éducation nationale français, qui a fait le constat que le premier constat, c'est que manifestement, les groupes de besoins se sont mieux installés, ont été mieux déclinés en fait dans le réseau qu'ils ne l'ont été en académie. Voilà ce qu'ils ont reconnu effectivement, c'est-à-dire que le message de prendre effectivement les besoins et de structurer, de réfléchir quelque chose en établissement a bien été effectivement entendu. Le deuxième constat que l'on fait, c'est que les évaluations, la passation des évaluations et les évaluations qu'ont les élèves, notamment en mathématiques et en français, sont des évaluations qui, de plus en plus, sont passées dans le réseau, même si je le rappelle que nous n'avons pas d'INE, donc nous produisons en fait des évaluations qui sont celles du réseau, hein, sur le modèle français. Mais ces évaluations sont prises en compte, elles sont passées, elles sont prises en compte pour élaborer justement les différents groupes de besoins des élèves. Et le troisième intérêt qui a été porté et que montre l'enquête, c'est le bien fondé de la présence de nos formateurs. On a un maillage effectivement de formateurs, hein, qui existe sur zone, et ce maillage permet effectivement aux enseignants de prendre directement la tâche des formateurs pour ajuster les groupes, savoir en fait comment ils font évoluer les groupes de besoins et comment ils prennent en charge les besoins. Parce que si on a des groupes constitués vraiment, voilà, il faut les faire évoluer dans l'année. Et deuxièmement, si on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la masse critique en quelque sorte pour les mettre en œuvre, eh bien, on est sur de la différenciation. Et là, les formateurs viennent dans renfort effectivement pour expliquer la manière dont on prend en compte les besoins. Et le quatrième point, la quatrième vertu que l'on a vue et qui laisse à penser effectivement que la chose s'installe bien dans le réseau, c'est que on voit qu'il y a un renforcement du travail en commun des équipes autour de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on en revient aux besoins, on en revient aux compétences des élèves, et on remet en quelque sorte sur l'ouvrage ces questions pédagogiques qui sont primordiales sur les années de collège. Voilà, donc c'est les premiers éléments. Donc on a un traitement un petit peu statistique qui s'est fait, hein, qui s'est opéré par une EF2D qui est au Maroc, et on est au début effectivement de la récupération des éléments. On passe peut-être à l'éducation, à la vie affective, Oui. relationnelle et sexuelle. Et à la Alors, sexualité. oui, et à la sexualité. Je vous propose, je démarre pour le premier degré, puis on complétera, Rosane complétera. Alors, bien évidemment, on s'inscrit dans le cadre national, hein. Vous savez que des programmes sont parus et une circulaire, accompagnée d'ailleurs d'une foire aux questions pour notamment les encadrants et les enseignants, mais ça, Rosane y reviendra. Que ces programmes donc, sont vraiment issus, hein, faut se le rappeler, d'une réflexion autour de la santé mentale et des violences physiques et sexuelles qui sont faites aux enfants,
D'où cette volonté de mettre en place ces programmes. Alors, sur le premier degré, hein, donc maternelle élémentaire, il n'est pas abordé de notion autour de la sexualité. Vraiment, on travaille pour protéger, sécuriser et permettre à l'enfant un développement affectif et relationnel harmonieux. Ce qu'on va vraiment travailler, ce qu'on va leur apprendre, c'est d'abord à se connaître, à connaître leur corps, ce qui relève de leur intimité. Et ce qui est essentiel, enfin pour moi, ce qui est essentiel, c'est de se sentir en pleine sécurité, c'est-à-dire être en capacité de faire part de leur consentement ou de leur refus. Hein, dès la maternelle, on apprend même par des gestes, quand on n'a pas la parole, à dire non avec sa main, hein, je ne veux pas, voilà. À aussi sentir que quand on a des relations qui finalement ne seraient pas de confiance, hein, comment on y résiste, comment on cherche de l'aide lorsqu'on sent qu'il y a un malaise, qu'il y a un secret aussi qui finalement ne doit pas en être un alors qu'on nous demande de l'être. Et puis on va bien évidemment aussi vers les discriminations, le harcèlement, et puis apprendre à comprendre ses propres émotions, avoir de l'empathie et respecter les autres dans la diversité. Alors, ces objectifs, ils sont vraiment adaptés à l'âge, à la maturité des élèves. Donc, vous voyez, maternelle, on va être sur des petits ouvrages et puis plutôt de la gestuelle. On va les vivre à travers des séances interdisciplinaires, mais il y a surtout 3 séances par an qui vont se décliner dans les enseignements. Un point d'attention de l'inspection générale, et je trouve que ça fait une grande résonance pour notre réseau, c'est qu'il faut vraiment travailler en lien avec le contexte social, géographique et bien évidemment culturel. Donc, on sait aussi que dans notre réseau, on a du droit local et on va accompagner les équipes hein, dans la prise en compte de tout cela. Alors, pour l'instant, au niveau de l'agence, on a initié un séminaire dans le cadre des compétences psychosociales où on a commencé à aborder cela avec des cadres et des formateurs. Et il va falloir maintenant c'est pour ça d'abord, on est parti sur l'idée de accompagner les cadres et les formateurs pour ensuite être sûr que ce qui se fera par les enseignants dans les classes sera pleinement adapté. Et travailler aussi sur les réponses hein, circonstanciées, type un peu foire aux questions ou autres, telles que le ministère les propose. Alors, je laisse peut-être Rosane poursuivre. On est en continuité, hein, évidemment, application. C'est toujours ce qui étonne, hein, qu'on ait effectivement un enseignement qui arrive effectivement dans les programmes, qui soit défini comme tel, hein, au second degré, avec des craintes qui naissent ou des contextes voilà, qui attisent un petit peu ces craintes. Choix aussi au second degré. Alors, je vois bien la question. Est-ce qu'il y a une feuille de route? La feuille de route, c'est déjà la mise en application, effectivement, de l'EVARS. Hein. Et pour ce faire, le choix aussi a été fait de l'entrée de la formation. Actuellement, nous avons un intranet hein, qui est un groupe Orion. Nous avons un groupe sur Orion qui est constitué, alors qui n'est accessible qu'aux membres du groupe pour le moment, hein, et qui a pour finalité d'aider en fait les équipes de direction, les personnels, c'est-à-dire les enseignants impliqués, à leur donner des aides, un étayage en quelque sorte, à la fois pour le contenu de ce qu'ils doivent enseigner et à la fois sur la mise en œuvre et y compris le dialogue qu'on doit avoir pour expliquer pourquoi il est important que les VARS soient installés dans les établissements. Alors, nous, on a un plan plus qu'une feuille de route, mais on peut peut-être y penser, mais plus qu'une feuille de route, on a effectivement une sorte de déclinaison qui existe. Hein. Il y a un memento qui est à venir. Il me semble absolument évident que sur la prochaine lettre de rentrée, puisqu'on a une lettre de rentrée DEOF chaque année, ce soit un paragraphe qui évidemment apparaisse, puisque ça fait partie des nouveautés et il faudra informer sur cet élément-là. Et puis, on renverra aussi, mais avec modulo du contexte qui sont les nôtres, hein, sur les éléments de la fac qui est organisée par le MEN et qui donne déjà des pistes qui ne permettent pas effectivement de répondre à toutes les situations réseau, mais qui donne effectivement les premières pistes.
Et puis, tout comme nous avons commencé par former l'encadrement en quelque sorte de l'EVARS, en zone, via les IRF, seront proposés pour les enseignants dans certaines... Oui, le MEN, c'est le ministère de l'Éducation nationale, pardon. Alors là, vraiment, pour le coup, j'aurais pu... et en zone, donc, nous ouvrirons évidemment des formations, comme nous l'avons fait pour tous les nouveaux programmes. On le fera évidemment pour le premier degré. Nous l'avons fait cette année pour l'EMC et évidemment, l'EVARS aura son lot effectivement de formations déclinées en zone. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport même à Nous, on cela. peut les Voilà. prendre effectivement Oui, et puis voilà. y répondre par la Oui. suite. Oui, il me semble moins important de rajouter que ce programme, parce qu'il avait fait quand même pas mal il avait suscité pas mal de débats en France, Oui. mais in fine, je crois savoir, par Jean Bassinelli, donc proviseur, qu'il a été voté à l'unanimité. Et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est important de montrer comment ça a été travaillé. C'est pas juste une volonté d'un gouvernement, d'un ministre. C'est quelque chose qui est vraiment été consensuel, si je ne me trompe. Alors, ce que tu évoques, Hélène, aussi, c'est la manière dont on l'installe dans un établissement et la manière dont on emporte effectivement toute une communauté autour de l'installation dans l'établissement. À Barcelone, effectivement, ça s'est bien passé. Je ne vais pas nier qu'à d'autres endroits, c'est plus complexe. Ça renvoie effectivement à des questions, est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que, voilà, on est sur des éléments comme ça que l'on peut avoir. Donc là, effectivement, il y a toute cette dimension de la manière dont on dialogue. Un chef d'établissement, les enseignants au sein d'un établissement, en lien évidemment avec les parents et au regard effectivement de l'environnement local. On essaie de gagner, on essaie de garder le tempo. Ouais, on continue. Option. Mais on n'est pas dans la solitude du courant de fond. Mais alors, je dis ça parce que la prochaine question, je vais l'éluder assez rapidement. Il y avait toute une série de questions qui portaient sur les sections internationales et plus spécifiquement sur le BFI. Le bac français international. Et on a eu fin de semaine dernière, enfin début de semaine, un échange avec Mélissa, puisque nous avons jeudi et vendredi dernier au lycée Montaigne organisé un séminaire de 2 jours autour effectivement du bac français international, qui était un séminaire qui avait à vocation d'expliciter effectivement ce qu'est le BFI et la plus-value pour les élèves, pour des personnels de direction, des établissements qui souhaitaient se lancer dans des demandes, puisqu'on a des campagnes en quelque sorte pour ces BFI. Alors, d'un commun accord, je vais laisser la parole à Mélissa pour qu'elle nous Non, dise la stratégie. je vais rien dire, je vais juste vous dire qu'il y a un article sur le site de la FAPE où vous aurez tous les éléments qui est publié depuis quelques jours, où vraiment j'ai essayé de retranscrire ma perception bien sûr, mais de tous les éléments qui ont été partagés lors de ce séminaire très très intéressant. Bien. Et peut-être pour rassurer effectivement sur le fait que la grande crainte, alors je vais aller très vite, c'était la première session. Et sur la première session, nous avons eu 100% de réussite au baccalauréat, 1022 candidats, 1022 réussites. Et c'est surtout les conditions de la réussite, puisque sur ces 1022 candidats, 49% ont obtenu des mentions très bien. Et 80% des élèves qui sont aujourd'hui sur des BFI, toutes langues de section confondues, sont à un taux de mention qui est un taux de mention entre mention bien et mention très bien. Ce sont 80% des élèves du BFI. Donc je pense que la preuve en est de la qualité effectivement de ce dispositif linguistique et rassurer aussi de plus en plus sur la prise en compte de Parcoursup à la fois du BFI à la fois sur Parcoursup, puisque le supérieur a la possibilité, comme on dit, de flaguer, c'est-à-dire de faire remonter les élèves qui sont issus d'un BFI.
et de les distinguer hein, en quelque sorte. Et dans le même temps, la reconnaissance du BFI sur des universités alors françaises mais aussi internationales, avec un jeu d'acteurs qui se joue entre, je vais encore utiliser un acronyme, la DREIC, hein, qui est au ministère de l'Éducation nationale, la division des relations européennes et internationales hein, du ministère de l'Éducation nationale, souvent des postes diplomatiques, voire des établissements eux-mêmes qui feront la promotion du BFI et expliquent ce qu'est le BFI auprès du supérieur. Et je prends juste un exemple qui est celui, par exemple, de l'établissement de Sao Paulo, qui en un an a réussi à faire en sorte que les élèves issus du BFI rentrent directement sur 13 universités brésiliennes très cotées, rien qu'en expliquant effectivement la qualité en quelque sorte du diplôme obtenu par les élèves. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur le BFI et on va peut-être, il y avait une question sur l'option mathématiques avec le fait de prendre mathématiques complémentaires. Sébastien, est-ce que je te laisse moi, Oui, je suis sans problème. mathématicien dans l'âme. Oui, bien sûr. Il faut savoir que les options maths complémentaires et maths expertes, c'est les seules options facultatives que les établissements sont libres d'ouvrir et de fermer sans contrôle ministériel. Il suffit qu'ils aient un prof de maths pour les mettre en place. Raison pour laquelle on ne les accompagne pas sur ces options, les établissements, à la différence de toutes les autres options facultatives qui requièrent généralement soit des équipements spécifiques, soit des ressources humaines particulières. Donc, on a tout ça pour dire, et ça vous prépare un peu au sens de la réponse que je vais vous faire, tout ça pour dire qu'on ne les suit pas, ces options, on les connaît, on sait les dénombrer, on sait à peu près que sur 300 établissements homologués pour le cycle terminal, ils sont 220 à 230 à proposer maths complémentaires ou maths expertes, mais on ne va pas plus loin dans l'accompagnement. Alors, pour préciser un petit peu ensuite, dans le sens de la réponse à la question, le dispositif de remise à niveau qui peut être mis en place par les établissements, il s'adresse à un public très spécifique qui est celui des élèves qui n'auraient pas suivi l'enseignement de spécialité mathématiques en première et qui, arrivés en terminale, pour une raison X ou Y, auraient malgré tout le souhait de suivre l'option facultative maths complémentaire. C'est donc pas eux la cible principale de l'option maths complémentaire. L'option maths complémentaire, c'est les élèves qui ont suivi maths en première, qui l'abandonnent parce qu'ils doivent faire un choix, mais qui en ont encore besoin malgré tout dans un projet d'études supérieures. Donc, on se situe avec le dispositif de remise à niveau d'élèves qui ont raté le programme de maths de première finalement et qui veulent faire des maths en terminale. On se situe vraiment dans un vivier très marginal, avec donc pour conséquence le fait que d'une année sur l'autre, les établissements vont ou vont pas mettre en place un dispositif de remise à niveau parce que ce vivier il peut être par définition évolutif. Donc même un recensement ou un suivi par nos soins serait très relatif, il serait remis en question d'une année sur l'autre. Donc c'est effectivement pas un recensement auquel on se soumet, quoi, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on ne connaît pas précisément les établissements qui mettent en place un dispositif d'accompagnement et de remise à niveau des élèves de première qui voudraient faire maths complémentaire en terminale sans avoir fait mathématiques en première. Alors, on poursuit, mais je crois que je vais te laisser Ah oui, c'est encore moi? C'est quoi la question oui, parce suivante, qu'en du fait, coup? on est sur les examens et je Ok. sais que tu as un dossier favori qui est le dossier des INE. Oui, bien sûr. Non, mais à ce moment-là, je prends en rafale les quelques questions que tu m'avais allouées. Mais Ouais, donc, sur l'INE, parce qu'on je est pense autour que de c'est un voulant l'examen, sujet. là. dire Comment? Pardon? IN voulant dire. Oui, INE voulant dire Merci. identifiant national élève. Voilà. Identifiant national élève, tout ça dans le cadre d'un répertoire d'identifiant national élève, qui est un outil de suivi statistique de cohorte mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, et notamment pour alimenter les études de la DEP, qui est la division des études prospectives, je ne sais plus ce que ça veut dire l'acronyme du ministère. Bon. C'est devenu, au-delà d'un outil statistique, c'est devenu aussi le sésame pour que les élèves accèdent aux applications numériques du ministère de l'Éducation nationale qui sont déployées année après année. Tout à l'heure, Rosane faisait référence aux tests et évaluations du premier degré ou du collège, qui notamment requièrent cette INE, mais tout requiert l'INE en fait. Bon, bref. Les élèves du réseau d'enseignement français à l'étranger en sont privés et ça fait des années qu'on demande à pouvoir bénéficier de cette INE pour pouvoir fluidifier les accès aux applicatifs divers et variés. Parcoursup aussi en fait partie de ces services qui sont reliés à l'INE. Ça fait des années qu'on le demande et même, je pense qu'on a dû évoquer ce sujet lors des webinaires précédents. C'est devenu un feuilleton, mais un mauvais feuilleton, parce qu'année après année, on ne progresse pas.
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on régresse, mais ce n'est pas loin, pour une raison simple. C'est que pour qu'on ait l'INE, il faut qu'on rentre dans une application qui s'appelle Sysca, qui est l'application qui attribue les numéros, qui gère les doublons, qui gère les oublis, etc. Bon. Pour qu'on ait Sysca, il faut que les établissements aient l'application Siècle, qui est l'application de suivi de scolarité, voilà, dont vous avez forcément entendu parler dans les établissements, puisqu'ils en sont dépourvus, et que quand un chef d'établissement de France arrive dans le réseau, c'est le premier constat de déficit qu'il fait. Et pour qu'on ait Siècle, il faut que la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, dans sa feuille de route, inscrive les travaux nécessaires à l'implémentation de Siècle à l'étranger. Et ce n'est jamais le cas. C'est jamais le cas parce qu'on n'est pas prioritaire, parce que la DGESCO a sa propre feuille de route qui elle-même est percutée, pour leur trouver des circonstances atténuantes, qui elle-même est percutée par des commandes ministérielles incessantes. Et donc, on est systématiquement dépriorisé, année après année. Et nous, quand on est dépriorisé, on perd un an à chaque fois. Ce n'est pas un retard d'un trimestre, on a raté l'année scolaire. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas l'INE et qu'en cascade, on n'a toujours pas les services qui vont avec. Pour autant, c'est un dossier qui avance, mais à tout petit pas. C'est-à-dire que de façon accessoire, on arrive à faire des progrès. On sait qu'on va pouvoir déployer pour les établissements l'accès à la plateforme de ressources phares. Mais tout ça, c'est intéressant, évidemment, on est content de pouvoir mettre ça à disposition des établissements, mais c'est très subsidiaire. L'INE, on ne l'a pas, on ne l'aura encore pas à la rentrée prochaine, et je ne suis même pas sûr qu'on sera dans la feuille de route 25-26. Ce que vous voulez nous dire, Sébastien, c'est qu'il faut qu'on fasse circuler un change.org, une pétition engageant tous les élèves, tous les parents du réseau, demandant au ministère de l'Éducation nationale à ce que nos élèves puissent avoir accès à ce numéro Sésame. Enfin, ce numéro qui ouvre. Oui, c'est ça, littéralement, ouais. Mais oui, je pense que toutes les volontés qui se mobiliseront pour essayer de faire comprendre au ministère l'intérêt de ce déploiement seront les bienvenues. Sachez quand même, c'est pour vous donner une idée du niveau de résistance du système, en 2018, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, nous annonce que dans un an, il y aura un INE pour tous les élèves du réseau. Bon, il était ministre de l'Éducation nationale quand il a dit ça, et c'était en 2018. Donc, 7 ans plus tard, on n'a rien. Donc, c'est pour vous donner une idée du degré d'inertie du dossier. Et puis, j'ajouterai, pour relativiser vos espérances, même si je ne peux que les encourager, que même la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale considère qu'on n'est pas parfaitement éligible à un INE parce qu'on n'a pas de service statistique de suivi de cohorte, etc., etc. Et donc, qu'elle n'envisage au plan juridique l'attribution d'un INE aux élèves du réseau que pour les classes à examen, donc première, terminale et troisième, ce qui réduit significativement le bénéfice, parce que ça veut dire par exemple que pour toutes les évaluations et tous les tests du premier degré ou du collège, on reste hors jeu, quoi. J'ai vu Mélissa lever le doigt. Mais ça veut dire qu'un élève de troisième, à partir de la troisième, aura son INE et ça restera le même ou... Oui, c'est ce qu'on espère. Mais aujourd'hui, ça, c'est juste Déjà un courrier et c'est absolument pas suivi dans les faits au niveau applicatif. Bah donc avec Brice, on s'engage à essayer de mener une action en ce sens, n'est-ce pas, Ben Brice? voilà, on peut demander. Enfin, Sébastien parlait d'espérance, mais ça n'empêche les demandes et les revendications. Absolument. Et Je là-dessus, vous on va encourage. compter sur nos APE pour se Faire mobiliser. relais, tout à fait. Ouais. On avance, du Alors, coup? qu'est-ce que j'avais comme Ouais, la question de la question des besace encore, relais. Rosane, là? Alors, je vais m'immiscer dans tes questions avant que tu abordes la question des calendriers des examens, parce qu'il y a une petite question sur la méthodologie et la part de la méthodologie, le recul de la méthodologie dans les enseignements. Alors, pour faire tourner cette question-là régulièrement, pour la voir dans les salles de cours, il y a effectivement la méthodologie qui permet d'acquérir les connaissances, les compétences, et puis il y a ce qu'on voit parfois, c'est la méthodologie pour la méthodologie. Bon, là, il y a la méthodologie pour la méthodologie, elle est visible dans les cahiers, puisqu'elle elle est travaillée un petit peu ex nihilo en dehors des questions au programme. Aujourd'hui, normalement, la méthodologie, elle est insérée dans les manières de faire cours des enseignants. C'est-à-dire que, alors, on l'explicite bien sûr, mais en même temps, on va la travailler au fur et à mesure. Et si là, on reste sur les niveaux d'examen, on est bien d'accord, puisque ce qui est ciblé, là, je vois bien, c'est le français, donc on tourne souvent sur le même dossier, et notre gros dossier, évidemment, à venir, mais il est évident que une rédaction, une dissertation,
ça se construit au fur et à mesure. On explique comment ça se construit, mais on le met en œuvre, on l'incarne automatiquement dans les salles de classe. Et si je prends ma discipline, pour y revenir, initiale, qui était l'histoire-géographie, l'étude de documents, hein, d'un ensemble documentaire ou d'un document en histoire, il y a effectivement on refait de la méthodologie à chaque fois qu'on étudie un document, et tout ça, évidemment, est mis en œuvre. Je ne crois pas qu'il y ait un affadissement de la méthodologie, simplement elle est peut-être mieux distillée dans les différents enseignements. Et maintenant, on arrive peut-être aux dates, effectivement, des calendriers. OK, calendrier des examens, donc. Alors, je suppose que l'auteur de la question n'ignore pas que l'AEFE n'arrête pas les calendriers des examens des établissements français à l'étranger. C'est une compétence ministérielle, on est sur la compétence régalienne des examens. Mais moi, ça m'intéresse quand vous me posez ce genre de questions parce que ça me permet d'aller secouer un peu le cocotier côté des GESCO, et donc je les ai rechallengés là-dessus. Alors, il me répète ce que je sais déjà, mais que je vais partager avec vous. C'est-à-dire que pour arrêter le calendrier des examens, principalement de la zone 1, c'est-à-dire la zone qui couvre l'Europe, l'Afrique et l'Asie centrale, quoi, il commence par solliciter toutes les académies qui ont des pays à l'étranger en rattachement pour faire un recueil de toutes les dates de congés scolaires, de toutes les dates de jours fériés et notamment toutes les dates de fêtes religieuses. Ça, c'est un travail qui prend un certain temps et ils l'ont déjà commencé. La réponse de la GESCO, c'est on est en cours, Sébastien, on a déjà entamé ce recueil. Simplement, ils ne le font pas forcément à un moment optimal parce qu'ils le font au moment où les DEC rentrent dans les examens. Donc, je pense que clairement, elles repoussent le délai de réponse. Et ensuite, on arrive tout de suite à l'été où les DEC sont fermés, où les établissements sont fermés. Ce qui veut dire que ce recueil des contraintes qui vont déterminer les calendriers, il est quasiment impossible d'être finalisé en juillet. Il se finalise le plus souvent à la rentrée. Et encore, même à la rentrée, on continue de découvrir tardivement ou d'avoir tardivement des surprises. Je citerai pour l'exemple la rentrée 24, où alors que les calendriers étaient pratiquement bouclés, prêts à être publiés, on a découvert que la zone Moyen-Orient, les autorités locales en zone Moyen-Orient avaient fixé les fêtes et les congés scolaires liés à l'Aïd à une date différente de tous les autres pays de la zone. Et donc, ça avait remis en question complètement le calendrier de la zone 1, dont j'ai énuméré l'étendue géographique. Et donc, ça a repoussé d'autant la publication du calendrier. Bon. Donc, tout ça pour expliquer que c'est un processus assez long, qui est souvent rediscuté, avec souvent des surprises d'une année sur l'autre, avec souvent des découvertes un peu tardives qui remettent en question le travail. Et puis, de surcroît, le ministère se refuse à publier un calendrier pour l'étranger avant le calendrier national. Donc, on subit aussi cette contrainte-là du séquencement et des priorités de la publication des textes au bulletin officiel. L'année dernière, la note, elle est parue assez tardivement, elle est parue en novembre. L'année d'avant, elle est parue en octobre. Cette année, mais ça n'engage que ceux qui reçoivent cette promesse, le ministère me dit que ce sera plus tôt. Je ne peux pas vous dire quand. Mais par contre, je crois que compter sur une publication en juillet, c'est illusoire. Voilà. Pardon, une petite question alors spécifique à une zone, la zone ibérique en l'occurrence. Les dates d'épreuves anticipées de français cette année ont été inversées, c'est-à-dire que l'oral a eu lieu avant l'écrit. L'oral ayant lieu le 3 juin, l'écrit le 16 juin. On a une explication sur cette inversion? Non, là, comme ça, au débeauté, je ne sais pas, je pourrais l'avoir, la réponse, il n'y a aucun problème. Ok, bah, je reviens vers vous. Hein. Oui, on la fera passer. Merci. Ça marche. Il y avait une question sur le calendrier aussi scolaire, mais alors là, pour le coup, il y a Frédéric. Scolaire, Alors, je ne sais ouais. pas si c'est moi ou Frédéric qui répond. Vas-y, je t'en prie. Bah, tu compléteras. La Oui, question, voilà. c'était en gros, est-ce que les calendriers scolaires pourraient être arrêtés plus tôt, en substance, hein, si j'ai bien compris. Donc, juste de mémoire, mais Frédéric, qui est au pilotage de dossier, amendera si je dis des bêtises. Le travail de concertation et d'élaboration des calendriers scolaires, il est déclenché presque un an à l'avance. En gros, on écrit aux établissements à l'automne de l'année scolaire qui précède la rentrée visée. On va leur écrire à l'automne prochain pour les calendriers 26-27. Et ils ont un gros 6 mois au cours desquels ils mobilisent pas mal d'acteurs, pas mal de parties prenantes, qui commencent par les instances de l'établissement et qui finissent à l'AEFE, mais qui passent par l'inspecteur de zone, qui passent par le poste diplomatique, etc., pour arriver à un calendrier
qui tiennent compte aussi des contraintes locales, et notamment posées par les autorités locales. Ça veut dire qu'en substance, Frédéric, les calendriers, je pense qu'ils doivent être validés vers le mois de mars ou quelque chose comme ça, mars ou avril, précédant la rentrée. Donc on voit bien que pour avoir un calendrier qui est validé 3 à 6 mois à l'avance, on s'y prend 1 an à l'avance. Et là, je parle du rythme nord, parce que pour le rythme sud, le préavis est encore un peu plus long. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les calendriers pourraient être validés finalement dès octobre-novembre de l'année scolaire qui précède? Il faudrait qu'on déclenche les opérations encore beaucoup plus tôt. On serait sur du 1 an et demi à 2 ans plus tôt. Moi, je vois juste une réserve à ça. Et puis après, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on réfléchisse en interne. C'est qu'1 an et demi à 2 ans à l'avance, dans un certain nombre d'établissements, on va mobiliser des acteurs qui seront plus du tout concernés par le calendrier scolaire en question. Il y aura un tel turnover qu'ils vont se positionner sur quelque chose qui, de toute façon, ne les affectera pas. Donc, moi, c'est la première fois, je ne sais pas, Frédéric, si toi, tu as été saisi de ce genre de demande, c'est la première fois que je vais remonter cette demande. Ni par les établissements, ni par les partenaires sociaux, on a été saisi de la nécessité d'anticiper davantage les calendriers scolaires. Je ne sais pas si la demande elle est localisée, individuelle, ou s'il y a un mouvement de fond plus fort à l'appui d'une remontée des délais. Mais moi, je pense qu'on peut objectivement y réfléchir. C'est juste que j'ai posé une réserve là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Comment tu peux compléter éventuellement mon propos? Non, tout à fait, d'autant plus que cette circulaire doit être validée par nos instances au niveau de l'agence et qu'on on les valide déjà encore cette année scolaire-là, vous voyez, au mois de juin, pour faire paraître la circulaire dès la rentrée suivante, donc en septembre ou octobre, et comme disait Sébastien, avec tout le jeu des nouveaux acteurs, etc. Ce serait à réfléchir, mais déjà là, avec tout le processus qui vous a expliqué, pour moi, je n'arrête pas de revenir à l'établissement pour qu'en mars, ce soit validé. Donc, je pense que ce sera un sacré jeu complexe déjà si on le prend plus tôt. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir ce qui motivait en fait cette question à Alors, anticiper encore on a davantage. la réponse dans le chat. En fait, bah, il y a des familles qui sont confrontées à des voyages lointains. Et donc, Ouais. Mm. Très en amont, ça demanderait peut-être trop Ouais. de réajustement Alors, et de fait un document qui ne Ouais. serait pas ce qu'il faut inscrit dans le marbre. Hein. ce qu'il faut plutôt, c'est que nous, on travaille vraiment à ce que les établissements, vous voyez, respectent les délais de validation, les fassent passer eux-mêmes hein, dans leurs instances, que les postes diplomatiques pour que les familles aient l'information le plus tôt possible. Parce que s'ils respectent bien, dès mars, normalement, l'établissement peut annoncer pour l'année suivante, ça fait quand même bien 6 ou 9 mois pour les familles, le nouveau calendrier. Mais pour ça, il faut que chacun s'engage bien à respecter les délais. Voilà, bon, on peut nous Oui, non, mais on n'est pas. échanger par rapport à cela, mais Oui, c'est ça. Et puis interroger les partenaires sociaux, je veux dire, c'est ça, c'est une réflexion qu'on exactement. peut faire, Ouais. qu'on faire avancer, Voilà. en tout cas. Voilà. Peut-être, Sébastien, enchaîne-t-on sur les oraux du baccalauréat en distanciel et moi j'évoquerai ensuite les examens blancs. OK. Donc la question, elle portait précisément sur le grand oral ou pas? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas certain. Moi, je l'ai compris comme tel, hein, que c'était plutôt Oui. effectivement le grand oral. Les OK. les grands oraux du C'est baccalauréat. ça, les grands oraux. Est-ce que c'est le grand oral? Bon, c'est comme ça que Ou est-ce qu'on considère que le français, c'est un grand oral aussi? Bon, bref. Je vais essayer de faire une réponse plus globale. En tout cas, en partant du grand oral, il y a 2 zones qui font de manière systématique le grand oral en distanciel. Et ces deux zones géographiquement étendues, c'est l'Amérique du Nord, enfin plus précisément les USA, et la zone Asie-Pacifique, où là, ça a été systématisé. On peut même aller plus loin. En Amérique du Nord, ils font même l'oral de français en distanciel. Alors, pourquoi? Il y a des raisons déjà pratiques, très opérationnelles, économiques d'abord, pour limiter les déplacements, calendaires ensuite, parce que plus on déplace les enseignants sur des distances longues, notamment avec des décalages horaires, etc., plus on contraint le calendrier, et donc plus on se met en difficulté pour tenir l'ensemble des évaluations dans un délai imparti qui est généralement assez resserré. Évidemment, on peut rajouter de manière vertueuse une préoccupation écologique, hein, ça réduit le coût carbone, etc. Bon, bref. Il y a aussi, de manière plus intellectuelle, un vrai bénéfice à faire le grand oral en distanciel, c'est que ça permet de diversifier la composition des jurys, et notamment de mobiliser des enseignants de spécialités qui sinon ne se déplaceraient pas parce qu'il y a trop peu de candidats,
et donc dont les spécialités ne seraient jamais représentées en jury, et donc jamais interrogées. Et donc, ça veut dire qu'il y a des élèves qui seraient systématiquement à l'avance qui vont tomber sur leur spécialité principale, parce que la seconde, le jury ne se déplace pas. Bon. Et ça, c'est un vrai bénéfice au recours au distanciel, parce que ça permet une plus grande représentativité des enseignements de spécialité en jury de grand oral, et donc une plus grande diversité dans les interrogations. Évidemment, pour que le distanciel fonctionne, il faut qu'il y ait des moyens techniques adéquats. Ça veut dire qu'il y a des zones où ce sera plus difficile de l'envisager. Je pense notamment à l'Afrique, Madagascar, etc., où là, on sait que les liaisons Internet ne favorisent pas le recours au distanciel. À titre personnel, et même au niveau des off, nous, on est tout à fait favorable au recours au distanciel sur des épreuves orales, hein, pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées. On l'est d'autant plus que, et là, je veux tout de suite tuer peut-être une crainte ou un fantasme, qu'il n'y a pas de perte de chance pour l'élève. On avait été saisi, il y a 2 ans de ça, ou 3 ans de ça, je ne sais plus, 2 ans, ouais, d'un recours de parents d'élèves en Amérique du Nord qui dénonçaient le recours justement à la visio pour l'oral de français, au motif un motif qui est parfois un refrain de fond, hein, c'est plus dur un entretien en visio, l'élève a une perte de chance, c'est moins bien noté, etc. Donc ça, c'est vrai s'il y a des problèmes techniques, hein, ça j'en conviens, s'il y a des interruptions, des coupures, un mauvais son, c'est pour ça que je relativisais tout à l'heure, mais dès lors que les moyens techniques sont au rendez-vous, ce n'est pas vrai. Et c'est d'autant moins vrai que la DEC de rattachement, qui est la DEC de Normandie en l'occurrence, s'était livrée à une étude statistique des notes de français attribuées avant qu'on bascule dans un monde distanciel. La bascule, elle s'est faite globalement au moment du Covid, avec les notes attribuées après sur des modes uniquement distanciels, et on était exactement dans la continuité de notation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de baisse de notation. Les élèves performaient de la même manière en distanciel qu'en présentiel. Donc, ça avait permis de tordre le cou un peu à cette idée que les notes seraient moins bonnes dès lors qu'on est en visio, qui a l'interface d'un écran entre l'élève et le jury. Au plan logistique, c'est plus contraignant. Ça veut dire que les établissements, ils doivent prendre des précautions, ils doivent tester la connexion, ils doivent assurer la surveillance, enfin bref, ils doivent faire un compte-rendu d'un incident si il y a eu effectivement des perturbations ou des parasitages pendant la visio. Donc ça, les établissements commencent à y être habitués. Mais moi, j'ai assisté pas plus tard que la semaine dernière à une réunion en ZAP préparatoire au bac, où ils ont reposé la question du distanciel et du grand oral, et ça a chiffonné absolument personne, quoi, hein. L'ensemble des établissements étaient alignés sur ce principe. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà un peu où et pourquoi on recourt au distanciel sur le grand oral ou sur des oraux en général. Ce n'est pas interdit d'y recourir ailleurs. Parfois, c'est les circonstances qui l'imposent, hein, quand les frontières sont fermées, quand il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas le déplacement, quand il y a un enseignant qui est immobilisé, incapacité, etc. Mais à ce moment-là, c'est de manière exceptionnelle. Alors, pour enchaîner sur la question des examens, il y avait une question sur les examens blancs et l'idée que enfin, c'était très disparate, l'organisation en était très disparate dans le Oui. réseau, que ça créait du stress chez les élèves. Alors, il faut voir le jeu des forces, hein, en présent. D'abord, nous, à la DEOF, on considère qu'il y a 2 éléments. Ça relève à la fois de la liberté pédagogique des équipes, et ça relève aussi de la manière dont l'établissement va organiser les choses sur l'année. Très souvent, ça concerne 2 niveaux, hein, le cycle terminal et puis la classe de 3e pour le DNB, hein, qui sont les classes à examen. Là-dessus, on a quand même des garde-fous. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'il y a un lieu où il convient d'évoquer ces examens blancs, c'est le conseil pédagogique. Il y a une instance de discussion sur la manière dont on les place dans le calendrier et le nombre. Je ne pense pas que l'inflation des examens blancs soit une demande des équipes pédagogiques. On a souvent une demande qui est une demande des familles pour vérifier effectivement qu'on est bien dans la préparation des examens, Et d'ailleurs, on a souvent des débats ensuite sur la prise en compte de ces notes parce qu'elles sont très souvent coefficientées. Donc, c'est vrai qu'on en fait un temps particulier. Donc, il me semble que là, on a
le conseil pédagogique pour en discuter, pour que ce soit raisonnable, les équipes de direction pour installer ça sereinement, effectivement, dans les emplois du temps. Et puis, il y a aussi un document dont je parle souvent, hein, qui est le projet d'évaluation du cycle terminal, qui est un document que doivent avoir les établissements, hein, sur la classe de première et terminale, qui indique l'organisation, effectivement, des évaluations, hein, et de la manière dont ces évaluations sont posées. Donc, il y a là aussi un document et des endroits où on peut discuter de ces éléments-là. Mais il est évident que nous, à partir des services centraux, c'est très compliqué, effectivement, de donner un tempo assez En fait, raisonnable. pour dire les choses très simplement, mais il y a un sentiment de disparate tel que vous avez des établissements qui n'ont pas du tout de brevet blanc, ou soit sur la version écrite, soit sur la version orale, soit sur les deux. Et donc le sentiment que ces élèves-là, quand ils vont à l'examen, bah, ils ont... Alors, en termes de stress, ça a assurément une dose beaucoup plus importante, parce que la première fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours le moment le plus stressant. Et en termes de préparation, s'ils doivent s'ajuster, s'ils n'ont pas très bien compris comment préparer la chose, ils se prennent. Voilà, on observe que en troisième, il y a quand même pas mal d'élèves, par exemple, qui n'ayant pas tout à fait bien mesuré ce que voulait dire un examen général, on va dire ça comme ça, au premier brevet blanc qu'ils font, des notes bien inférieures à ce qu'ils ont d'habitude. Et puis après, ils comprennent et ils se remettent et ils regalotent Oui, parce que derrière. c'est Donc on a le l'installation sentiment qu'il y a critique. une inégalité des chances. Vous voyez qu'il y a une vraie inégalité Oui, entre celui qui va mais ça, avoir... vraiment, pour moi, ça se travaille en équipe, hein, de savoir comment on prépare un élève à l'examen. On a aussi des enseignants, et je parle en français, hein, qui ne le font pas sous la forme d'un examen, mais qui vont interroger quelques élèves, leur faire passer ponctuellement, effectivement, les éléments, débriefer. Enfin, il y a plusieurs modalités. Là, ce qui est évoqué, effectivement, c'est un peu le cérémonial aussi que l'on met autour pour qu'ils comprennent l'organisation. Bon, ça se discute D'accord, entre... donc il n'y a pas de Ouais. recommandation émise par la EFE pour Non, dire, non, en fait, elle serait bien d'essayer d'organiser au moins une session sur écrit et oral. Mais si je peux alors, ajouter, pas au débat, mais pour recroiser deux concepts, on parle du projet d'évaluation en première terminale. mm, Lorsque ça a été introduit, en fait, vis-à-vis des familles et des élèves, ça a donné les règles du jeu et on a vraiment vu, en termes de transparence, le fait d'avoir des équipes pédagogiques qui se coordonnent et quelque part, le parcours était le même pour tout le monde et il y avait les bons jalons et ça rassure tout le monde. Un tel concept, sur classe à examen, on se dit un principe allégé, entre guillemets, en troisième s'il y a besoin, pourrait également être une piste pour, tu vois, Hélène, pallier les quelques désagréments d'organisation. nous, on engage à deux choses, hein, et c'est rappelé dans la lettre de rentrée, hein, ce projet d'évaluation du cycle terminal. On s'attache chaque année depuis qu'il existe, à le mentionner effectivement et à le rappeler et à rappeler aussi aux établissements que ils doivent revenir sur ce document. C'est un document qui est public, qui n'est pas figé, et on peut avoir mis en place des choses et souhaiter revenir dessus, et ça, on le rappelle régulièrement. Ce que l'on dit aussi régulièrement, c'est que quand on est sur un établissement, effectivement, et on n'est pas comme en France avec des classes, hein, avant, on engage effectivement à une réflexion du coup et de fait sur l'évaluation. Là-dessus, on a tendance à engager les équipes vers cette réflexion. Et j'ai vu effectivement que, dans une mention que j'ai vu apparaître très vite, que les parents ne font pas partie effectivement du conseil pédagogique. C'est le cas, mais à un moment donné, effectivement, à l'équipe de direction, hein, de faire converger les demandes ou inquiétudes des parents, et puis ce que le conseil pédagogique va pouvoir effectivement prendre en compte et organiser de son côté. Et Rosen, je pense que dans notre prochaine lettre de rentrée, pour pas être dans le paraphrase pur et dur de ce qu'on a écrit les années précédentes sur le projet local d'évaluation, on peut peut-être mettre une phrase dans ce sens-là, hein. Oui, oui, à engager à la réflexion et à faire descendre. On l'avait eu, me semble-t-il, il y a 2 ans, mais peut-être qu'effectivement, hein, il y a On quelque chose, n'était pas un explicite. enseignement explicite. Ouais, on n'était pas explicite sur Effectivement. les examens blancs, Ouais, quoi. absolument, absolument. Ah bah ça serait formidable.
Et à nous aussi, tâche à dire que ça existe, ça peut être visité. Relayer le message et dire aux parents que lorsqu'ils en ont pas signe, ils peuvent légitimement demander. Voilà. D'ailleurs, pour répondre au chat, non, on ne fait pas partie des conseils pédagogiques, mais en revanche, en conseil d'établissement, on peut Oui, demander est-ce oui, qu'un sujet soit traité dans oui. le C'est conseil ça. pédagogique. C'est Mm. c'est un petit tour, mais ça fonctionne, normalement. Il y avait une question, on va peut-être continuer sur l'orientation. Il y avait une question sur l'accès à l'information des zones AEFE très vite. Hein, euh, là, nous avons des zones qui ont effectivement des sites en propre. On a étudié la manière, effectivement, on a un site hein, qui est nouveau. Là, ça renvoie davantage vers le service des relations extérieures que nous avons à l'agence. Hein, pour voir si ces onglets sont possibles. Mais il me semble que enfin, au moment de la refonte, la construction d'un site, d'un opérateur répond à des règles extrêmement précises et un cahier des charges extrêmement précis. Et je pense que quand même à l'époque, euh, ce sera, enfin, à l'époque, ça avait été envisagé. Après, il y a la capacité à abonder le site parce que nous n'avons pas nécessairement la ressource en zone qui le permet effectivement. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut que tout ça soit normé, c'est-à-dire que on soit sur abondé et qu'il n'y ait pas de différence entre les zones pour les niveaux d'information. Après, sur la mise à disposition des éléments d'information, on a quand même un travail qui converge vers ça, hein, puisqu'on a vu qu'on avait les IRF, et au travers des IRF, dorénavant, on a un certain nombre d'informations qui transparaissent de ce qui se fait en zone. En termes de formation, on y reviendra si on a le temps tout à l'heure, mais Sébastien évoquait tout à l'heure les AP, hein, tout ça sont mis en avant via les IRF et via les sites de zone qui existent. Mais on pourra relayer le SRE, le service des relations extérieures, la question. Les IRF étant les instituts régionaux de Oui, formation, pardon, hein. je pensais que je n'avais pas oublié le Tout le SRE. monde sait J'en ça. étais très fière. Et en fait, IRF, c'est tellement voilà, Non, l'ADN. non, mais c'est parce qu'on peut avoir des nouveaux membres, etc. C'est pas facile Tout de à rentrer fait. Tout dans à ce fait. monde-là. Donc, les IRF, c'est les instituts de formation du réseau AEFE qui visent à former enfin, les personnels. Les personnels, l'ensemble des Ouais. personnels. Voilà. Peut-être, je vois que le temps passe. Oui, Yacine est avec nous. Je vous propose qu'on passe sur le volet formation, orientation. Hein, et il y avait notamment un bloc de questions assez importante sur les formations hein, et la prise en charge de l'orientation dans les établissements et la formation des personnels qui s'en occupent. Yasmine, je te laisse la parole. Ça marche, merci. Donc, alors, je vais essayer d'être voilà, rapide et précise en même temps. Voilà, c'est le challenge du jour. Donc, côté orientation et formation, donc beaucoup de choses sont mises en place à l'agence, notamment donc au BPO. Les personnels en établissement sont accompagnés chaque année au travers de formations, de webinaires, d'espaces dédiés. Rosane l'évoquait tout à l'heure, l'espace Orion, où il y a voilà, des espaces dédiés aux prios, aux paros, où ils peuvent poser leurs questions, avoir accès à de la documentation que nous mettons en ligne, mise à jour chaque année. Donc voilà, globalement, pour tout ce qui peut être mis en place. Côté formation, donc les néo-prios, donc prio, personnel, ressources, informations et orientation en établissement. Donc là, j'ai retenu qu'il fallait voilà, décoder. Donc pour les nouveaux qui arrivent, donc qui sont nommés chaque année en établissement par les chefs d'établissement, qui ont donc la responsabilité de la mise en place voilà, de tout ce qui est projet d'orientation dans leur établissement. Tous les nouveaux prios désignés viennent à l'agence chaque année pour être formés à toutes les questions d'orientation, que ce soit voilà, orientation au poste troisième, orientation post-bac, pour les familiariser avec l'enseignement supérieur français,
Une journée sur les 3 jours de formation et une demi-journée, oui, est consacrée à la visite du salon de l'orientation à Paris. Donc, ils y passent une demi-journée et l'après-midi est consacré au débrief de cette journée, donc toujours à l'agence. Donc là, c'est en ce qui concerne la formation donc, des nouveaux personnels ressources, information, orientation. Donc, la formation est annuelle. En ce qui concerne la mise à niveau des personnels des prios, là, pour le coup, ces formations se font tous les 2 ans. Voilà, pour une petite mise à niveau. Là, pour le coup, elles se font en zone sur personnel désigné. Donc voilà, c'est toutes les personnes, tous les personnels qui nécessitent voilà, donc une mise à niveau sont invités tous les 2 ans à participer à ces formations en zone. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant donc ça, c'est pour les personnels, voilà, pour les prios principalement. Quand les formations se font en zone, les collègues en charge des formations en profitent pour former également les professeurs principaux, donc on appelle donc les PP, les professeurs principaux, eux aussi étant au plus proche des élèves dans leur classe, sont invités voilà, à se mettre à jour également concernant toutes les nouveautés, les nouvelles procédures ou autres, hein, concernant l'orientation. En ce qui concerne les établissements avec un grand E, hein, nous organisons au BPO 4 webinaires. Alors là, c'est plutôt, alors, enfin, j'allais dire plutôt consacré à l'orientation post-bac. 4 webinaires tout au long de la procédure Parcoursup. Donc, à l'attention voilà, des établissements, des chefs d'établissement, des personnels en établissement en charge de l'orientation et de la plateforme Parcoursup. Donc là, pour le coup, voilà, c'est rythmé tout au long de la procédure. Donc, en amont un petit peu de l'ouverture pour tout ce qui sera intervention technique à faire sur la plateforme, préparation de la session, et sur toutes les dates clés, pareil, donc qui jalonnent toute la procédure Parcoursup. Donc, ça part de l'ouverture de la procédure pour consultation sur le site public. Ça concerne l'ouverture des inscriptions des élèves et de la formulation donc des vœux lors de la création des dossiers. Et ça se termina, le dernier webinaire a eu lieu ce mardi et était un focus sur la phase d'admission qui débute le 2 juin prochain. Donc là, voilà, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement orientation post-bac, accompagnement établissement sur Parcoursup principalement. Et on n'oublie pas les élèves, les familles, et là aussi, les personnels sont aussi invités à assister à 2 lives à destination principalement des élèves, donc qui attendent avec impatience les résultats d'admission Parcoursup le 2 juin. Là, donc, le prochain webinaire aura lieu le 2 juin, qui briefera un petit peu les élèves sur toutes les bonnes pratiques et les dates clés, les périodes clés, enfin les réflexes à avoir durant la phase d'admission. Et le premier webinaire s'est passé en janvier et il les a voilà, informés sur tout ce qui était nécessaire voilà, de savoir quant à la création et la formulation des vœux donc, dans Parcoursup. Là, voilà, là, c'est côté élève. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Donc, les Insta Live, les webinaires. Voilà, globalement, c'est tout ce qui est mis en place au BPO pour accompagner personnel, famille, élèves. Ah, et j'ai oublié de vous parler aussi du salon virtuel de l'orientation, donc organisé par le BPO, auquel est invité un certain nombre de formations de l'enseignement supérieur, pas mal d'intervenants donc qui évoquent tous les sujets d'orientation. Il y a des focus faits, par exemple, sur le choix des EDS, la présentation de l'enseignement supérieur français et la présentation, bien sûr, voilà, de Parcoursup durant cette semaine de l'orientation. Donc voilà, et tout cela s'inscrit dans le parcours à venir porté par les chefs d'établissement du réseau. Voilà, j'espère que j'ai fait vite et clair. Non, vous avez fait très vite et très clair sur la partie française. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de vous poser la question sur quid. Alors, je sais hein, qu'il y a une partie de votre mission qui Les consiste études à l'international. voilà, à faire en sorte que les élèves français ne désertent pas les universités françaises, voire même voilà, qui viennent, tout simplement.
Mais néanmoins, on a quand même une forte demande des familles. Et je vous pose la question d'autant plus que ça a trait quand même à l'attractivité de nos établissements, le fait de pouvoir dire que nos élèves sont capables d'aller dans telle et telle et telle et telle filière, ou sont bien reconnus, ou sont bien admis, etc. Donc, voilà. Bah, c'est une réalité, hein. Donc voilà, la question reflète bien la réalité et les demandes effectivement voilà, les demandes croissantes, hein, que nous recevons de la part des familles. Alors voilà, c'est quelque chose qui a été voilà, entendu, voilà, bien inscrit et qui s'est inscrit dans le cadre de la feuille de route donc du CAP 2030. Nous sommes donc à l'agence en train de mettre en place un partenariat avec Euroguidance, donc qui est un réseau de professionnels de l'orientation, hein, voilà, qui est là pour accompagner en fait euh, tout au long de la vie côté mobilité en Europe, donc qui est géré par Erasmus. Donc j'imagine que tout le monde voilà, connaît plutôt voilà, ce qu'est Erasmus. Donc voilà, ça c'est un projet, c'est en cours, le partenariat est en cours. Nous avons également lancé une enquête de reconnaissance voilà, du bac français, savoir comment est perçu hein, le bac français chez nos voisins, voilà, un peu partout. Et les retours sont plutôt rassurants, positifs. Globalement, sur les interrogés, 90% des pays interrogés reconnaissent quasi totalement ou en partie hein, le bac français. Mais voilà, ils le connaissent, ils le reconnaissent. Donc voilà, c'est plutôt rassurant en termes de retour. Donc globalement, voilà, un travail est amorcé dans ce sens. Peut-être deux points à dire que ces formats. D'abord, on a un renouvellement hein, des personnels qui prennent en charge l'orientation et que chaque année, lorsqu'on l'on forme les néo-prios, c'est vraiment une formation il n'y a pas de discussion sur le fait de l'installer annuellement, hein. L'année dernière, on a eu 90 demandes. Puisqu'on a un personnel par établissement et on a voilà, on essaye de former au maximum. Et peut-être aussi pour revenir sur l'ouverture à l'international, très souvent dans les établissements, il y a enfin, les deux volets. Il faut entendre que de plus en plus, les 2 tiers de nos élèves ne sont pas des élèves français, que pour autant, plus de 51% des élèves viennent faire des études en France, avec des différences selon effectivement les endroits, quelquefois des différences assez surprenantes hein, d'un pays à l'autre, hein. Si je prends la Bolivie, beaucoup d'élèves viennent sur la France. C'est beaucoup d'élèves aussi au Brésil, mais avec une répartition voilà, un peu plus internationale. Et très souvent dans les établissements, il y a effectivement de plus en plus cette connaissance du milieu local et le fait qu'on va tout présenter et on va présenter les avantages. Et après, le BPO, on a évidemment une étude qui se fait pour la France à partir de Parcoursup, où on peut effectivement dire où vont nos élèves, comment se ventilent les demandes et comment se ventilent les orientations effectives des élèves sur le sup français. D'ailleurs, ça, c'est une demande qu'on a qui aiderait à l'attractivité de nos lycées, c'est de pouvoir publier les statistiques, non pas des admissions, mais des admissibilités. Autrement dit, pour un seul élève, tous les vœux auxquels il est admis, plutôt que là où il va, puisque ça montre tous les champs des possibles quand on met son élève dans un lycée français. Et on a... Statistiquement, ça n'est pas le plus simple à traiter, me semble-t-il. Bon, C'est effectivement compliqué parce qu'en fait, enfin, les statistiques sont extraites à un moment. En fait, les données sur Parcoursup, pardon, évoluent tous les jours. Et en fait, limite, ça nécessiterait une extraction quotidienne entre juin et septembre de toutes les données de tous les élèves, de tous les vœux, sachant qu'en moyenne, enfin, ils peuvent aller jusqu'à 20 vœux, sachant que si on ajoute à ça les sous-vœux, enfin, entre les écoles de commerce et d'ingé, on peut avoir une centaine de vœux. Enfin, voilà, imaginez la quantité enfin, de données qui seraient, c'est en soi non, très compliqué. Donc c'est alors, pour ça qu'on fige les choses à un instant T sur les admissions et on est on est quasiment à 96% d'admis. Enfin, il n'y a quasiment pas d'élèves du réseau qui restent sans proposition à un moment. Non, en fait, je disais ça par rapport au fait,
évidemment, de pouvoir, un établissement ou que le réseau puisse dire, bah, moi, dans mon réseau ou dans mon établissement, ça dépend de l'échelle des contrats, mais j'ai, je sais pas moi, 5% d'admis à Sciences Po, j'en ai tant qui sont admis à tel endroit, j'en ai tant, ou en tout cas admissibles à tel endroit, tant qui sont admissibles à tel endroit, parce que l'école anglo-saxonne le font. Donc elles disent, moi chaque année, j'ai 3 qui partent à Harvard, 2 qui partent à Berkeley, etc. Et quand on est parent, quand on choisit une école, on choisit aussi probablement en fonction de le meilleur, la meilleure probabilité qu'on peut d'avenir qu'on peut assurer à notre enfant en fonction de nos moyens. Si je la fais courte, finalement, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de maximiser la meilleure probabilité d'avenir pour nos enfants avec nos moyens. Donc en termes d'attractivité, en tout cas, et rapport à la concurrence internationale, ce serait intéressant d'essayer de creuser ça. Je m'arrête pas et je poursuis parce que je sais que l'heure tourne. Alors peut-être avant d'envisager... Ah, Sébastien, pardon, j'ai vu que tu Non, te... mais je voulais interpeller Yasmine. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait demander au Prio de travailler éventuellement? De faire quelque chose un peu statistique sur les taux d'admissibilité de leurs élèves. Alors, j'allais dire taux d'admissibilité. Alors, enfin, c'est plutôt, j'allais dire admission dans tous les cas, parce qu'il n'y a pas comment dire, de phase d'admissibilité d'un Parcoursup. On est refusé ou on est admis. Après, oui, les prios peuvent éventuellement suivre un peu tout ça. Ce sera peut-être plus simple d'extraire parce que, enfin, ils ont tous des outils sur Parcoursup, sur leur site de gestion. Ils ont tous des comptes qui leur permettent d'avoir accès à des données stats pour leur établissement en particulier. Donc, c'est quelque chose, effectivement, Sébastien, qui pourrait être demandé À aux prios. explorer. Voilà, savoir s'ils peuvent nous donner une tendance, voilà, par établissement. Tout à Ouais, fait. certains le font ponctuellement, mais c'est pas effectivement... Bah, ça serait top. Avant d'envisager peut-être la question des stages, parce que je ne sais pas le temps qui nous reste, Frédéric doit nous quitter puisqu'on a voilà, des groupes, C'est ça, et je vois des Mélissa qui fait un petit CCPC, geste parce qu'on est sur un groupe de travail au web, mais vous pourrez, Mélissa, vous pourrez nous rejoindre. Donc, moi, je glisse ouvrir la salle. Merci pour les échanges. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Au revoir. Dites-nous le temps qu'il reste pour qu'on sélectionne peut-être. Il y avait la question des stages. Il reste, Rosen, tout le temps qui vous reste à vous, parce que nous, on ne va pas vous interrompre. Donc, on essaye de passer vite, mais... Alors, moi, ce que je propose dans ces effectivement, cas-là, c'est qu'on garde, parce que ça va être beaucoup, vraiment hors temps, toute la partie formation et intelligence artificielle, quitte à refaire un binaire sur, nous, on veut bien vous faire un webinaire sur la stratégie du numérique éducatif, Innove et la prise en charge de l'IA, hein, si vous le souhaitez, pour avoir le plus grand nombre. Et puis, il y a toute une partie formation qu'on pourra peut-être voir en juillet. oui, on pourra d'ailleurs aussi en parler en juillet, parce que notre Oui, Assemblée j'ai vu que générale, la on a une thématique, conférence sur le mais sujet. je viendrai avec les troupes qu'il faut du Bureau de la formation et de l'innovation. Il n'y Merci. a pas de souci, mais si vous voulez une diffusion plus large, on pourra encore envisager quelque chose. Il y avait des questions sur les stages. Tu veux que je poursuive, Roselle, Eh sur ben, les écoute, stages? effectivement, puisqu'il y avait une demande d'accès à la plateforme qui est très connue en France, hein, qui s'appelle Un élève, un stage. Et là, bah, c'est mitigé comme réponse, puisque, alors je vais la faire, hein, mais les élèves ont accès, effectivement, peuvent voir les offres qui existent, mais il n'y a pas de possibilité, effectivement, de dépose, de prise, de mise en lien, en fait, avec l'offre. Il y a eu une demande, hein, d'intégration des élèves des lycées français sur effectivement la plateforme. Et pour le moment, nous n'avons pas eu de retour, hein, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu les mêmes sujets que ceux évoqués par Sébastien tout à l'heure. Ce genre de choses prend énormément de temps en général. Donc, Faut je la crois mettre dans la même pétition. Je pense on va hiérarchiser, on va plaider l'INE et si vous allez nous laisser encore plaider tout seul un tout petit peu le stage parce que je pense que les enjeux sont pas Vous nous direz voilà. quand est-ce Voilà, que on vous là-dessus. demande, on vous dira quand il faut intervenir. Par contre, il y avait la possibilité des autres stages et ça effectivement qui étaient des stages en quelque sorte en dehors des stages habituels. Yasmine, tu veux évoquer les éléments?
Oui, 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 avec plaisir. Donc, côté stage, alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais le stage de seconde n'est plus obligatoire pour les élèves du réseau. Donc voilà, ça soulage un petit peu des difficultés qu'ont rencontrées certains lors de la mise en place de ce stage de seconde. Alors oui, il est recommandé, mais il n'est plus obligatoire. La possibilité de mettre en place le stage autrement que via des conventions entre le lycée et une entreprise, alors non, parce qu'il faut qu'une convention existe et soit signée entre les deux parties. Donc ça, c'est voilà, il faut que ça reste cadré. Sinon, côté AEFE, une convention, un partenariat a été signé avec, entre l'Union ALFM, donc l'association des anciens lycées français dans le monde, et la CCI France Internationale, qui est présente dans, je crois, plus de 120 pays ou du moins voilà, un peu plus d'une centaine. Et voilà, ça faciliterait justement la mise en place de ces stages. Donc là aussi, il y a des choses qui sont faites pour faciliter la vie de nos élèves à l'étranger. Alors après, on a toutes les vertus effectivement des stages, hein. Là-dessus, on revient pas là-dessus avec les contraintes locales qui s'imposent. On voit bien effectivement qu'on a des contraintes qui sont liées aux âges des élèves, qui sont liées à la possibilité et au droit d'accès aux entreprises, hein. Ça n'est pas toujours simple, mais bon an, mal an, on voit bien que dans le réseau, dès que c'est possible, en général, les établissements s'en emparent avec des déclinaisons, hein. On évoquait les sections internationales tout à l'heure et on voit que le fait d'être en section internationale donne accès quelquefois à des lieux effectivement privilégiés et avec des passations souvent de retour de rapports de stage dans la langue de section, hein. Donc on fait preuve de créativité autour de ces stages. Il y avait l'idée aussi alors pas sûr d'avoir complètement compris la question sur la reconquête du mois de juin sur les stages, avec l'idée que les établissements sont fermés pendant les examens et est-ce que pendant ce temps-là, les élèves des autres niveaux, je pense vraisemblablement Troisième et troisième et seconde, peuvent faire des stages? Bah, je répondrais que a priori, oui. La difficulté, c'est effectivement celle de la ressource humaine. Quand un établissement est mobilisé en termes de surveillance, etc., très souvent, les élèves ont quand même un maître de stage qui est en lien avec l'entreprise ou voilà, l'endroit où l'élève fait le stage. Il faut effectivement que ces personnes soient disponibles, hein, soient effectivement là pour faire le lien avec les élèves, récupérer les synthèses. Donc, ça s'organise, hein, dans les établissements. Ça ajoute à la manière dont on organise le mois de juin dans les établissements, mais a priori, rien ne s'y oppose et ça s'inscrit dans la reconquête. Par contre, c'est à partir du moment où l'établissement est fermé que là, et pas en examen, que les choses ne sont plus possibles à mon sens. Et peut-être, puisqu'on était sur les stages, moi je vous propose qu'on passe avant alors on a les FEM, hein, et ben écoutez, on est en... Mais si on peut dire quelque chose sur ADN, du coup. Alors Ouais, voilà, c'est bon, sur les important. mobilités, ADN, c'est très important. allons-y, puisque moi, je suis ravie qu'on puisse terminer ce webinaire sur une très bonne nouvelle, hein. C'est que, alors, il y a eu effectivement un stand-by, on va l'appeler comme ça, d'ADN pour une année, le temps que le dispositif, et vous l'avez certainement lu, puisse basculer, puisqu'il était en gestion déconcentrée, en quelque sorte, à partir du réseau. Et il a semblé, la directrice générale a souhaité que ce soit une gestion reprise par les services centraux, hein, ce qui était assez logique aussi. Et c'est l'ADEOF qui a été désignée, il y a des vertus pédagogiques, évidemment, à cette mobilité de seconde, mais pas que, parce que Agora, ça n'est pas que la mobilité ADN, hein, c'est aussi les travaux autour du développement durable pour le premier degré, voir comment on fait vivre les troisièmes, hein, mais on a effectivement, et puis c'est tout
tout ce qui est porté, et Yasmine l'évoquait, par le BPO en matière d'orientation avec les salons, la semaine des enseignements de spécialité. Il y a toute une animation effectivement elle était déjà d'ailleurs prise en charge par le BPO. Donc tout ça intègre l'ADEOF, hein, sera travaillé principalement par le bureau du parcours des élèves et de l'orientation avec un support qui est celui du bureau de la valorisation, hein, donc des événements et de la valorisation du réseau. Donc nous avons recruté, ça prenait du temps, nous avons recruté des personnes pour s'en occuper. Elles sont en train d'arriver à l'agence, hein. 2 sur les 4 sont d'ores et déjà présentes à l'agence. Et il s'agit effectivement là de relancer en quelque sorte la machine. Donc nous avons revu un petit peu la plateforme, nous sommes en train de la sécuriser et nous sommes sur des développements pour qu'elle soit opérationnelle, hein, pour la prochaine rentrée. Du côté Brève, on va lancer une communication importante dans le réseau pour indiquer que nous reprenons le cours normal des choses, comme on disait à l'époque à l'ORTF. Voilà. Communication début juin, ouais. Communication début juin. Donc, une bonne nouvelle, effectivement, puisque je sais qu'il y a eu beaucoup de frustration et on a beaucoup de chefs d'établissement, hein, qui nous contactent actuellement pour savoir quel pourra être, quand on aura un retour. Donc, ça a été une suspension d'une année. Et Excellente d'ailleurs, nouvelle. on a d'autres idées, maintenant que c'est à la DEOF, on a d'autres idées autour de la plateforme. Faites-nous confiance là-dessus. Ah bah génial. Voilà, et peut-être terminer par les France Excellence Major, puisque hein, il y avait une question sur sur les ajustements, les critères. Dorénavant, anciennement Bourse Excellence Major, devenu France Excellence Major, changement de nom, mais pas changement du tout sur ce qui est proposé. Vous savez que ce sont des bourses qui sont attribuées au regard de l'excellence des parcours des élèves. Ces bourses sont affectées à des élèves qui sont des élèves étrangers, hein, qui ne sont pas de nationalité française. Et les dossiers sont donc déposés au sein des établissements. Très souvent, il y a quand même une première sélection qui est faite par les établissements eux-mêmes, hein, qui présentent les dossiers. Ces dossiers sont ensuite remontés. Ils sont constitués autour de 3 critères importants, mais il y a une note, hein, qui existe. Je crois que tout ça est très explicité. Ouais, mais je voudrais rebondir là-dessus, parce que la façon dont la question est posée donne à penser que les critères ne sont pas connus, de toute évidence, et Oui. que la note n'est pas connue. Oui. Donc, c'est la même proposition que j'ai faite tout à l'heure sur les AP. Moi, c'est une note qu'on peut facilement partager avec la FAP sans aucun problème. Et dans ce cas-là, on va tordre le cou à toutes les illusions, tous les fantasmes, une fois de plus, parce que effectivement, on vise une transparence maximale. Merci. Oui, et les critères sont très explicites, effectivement, comme le disait Sébastien. Évidemment, il y a les bulletins, hein, les notes, les appréciations rentrent en ligne de compte. C'est le premier pack, en fait, hein, qui apparaît. Le second porte sur la manière dont est maturé le projet, effectivement, d'orientation, et spécifiquement le projet d'orientation vers la France. Pourquoi ces élèves, qui ne sont pas des élèves de nationalité française, font ce choix spécifiquement? Et très souvent, tout ça est à mettre en lien, évidemment, avec le parcours d'un établissement français à l'étranger et la manière dont ils motivent leur choix et de la manière dont ils ont travaillé leur orientation. Et ensuite, il y a un troisième volet qui est celui de l'engagement des élèves. Très souvent, si on prend les notes et le travail de parcours, ben, ça n'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, on aurait encore beaucoup, il faut discriminer encore davantage parce qu'on a énormément de candidatures. Je crois qu'on avait plus de 750 candidatures, hein, encore cette année pour un volant de à peu près entre 120 et 130, 150 bourses chaque année, puisque je le rappelle, ce sont des bourses qui sont octroyées pour 5 ans. Hein, on a un volet de 850 FEM à peu près dans le réseau. Donc, chaque année, évidemment, on a des FEM sortants, des FEM entrants et on a ce phénomène de rotation. Et le dernier, c'est l'engagement, c'est-à-dire que c'est la manière dont un élève, je veux dire quasiment est citoyen, s'implique
Et là, alors ça peut être de l'engagement sportif, associatif. Très souvent, ce sont des élèves qui sont aussi dans les instances des établissements. Enfin, je vais dire que souvent, ce sont des élèves que nous, on aura croisés dans le réseau, hein. Des élèves qui ont ce genre de parcours, on les connaît parce qu'on les a rencontrés sur des grands événements, parce que c'est souvent le profil, en quelque sorte. Et pour nous, alors, il y a évidemment donc cette dépose de dossier qui va être vue par le poste diplomatique. Nous, ici, ensuite, les dossiers sont étudiés et on va arriver effectivement à un principe de sélection autour d'une commission de sélection. Eh bien, cette commission de sélection, elle se réunit demain. 22 mai, donc on est vraiment dans le bon timing, et elle est composée de 10 membres, hein, qui représentent l'enseignement supérieur à peu près dans toute sa diversité. On a un proviseur de CPGE, c'est-à-dire enfin, des proviseurs de CPGE, hein, on a Louis Legrand, on a Henri IV, le lycée du Parc à Lyon, Sciences Po Dijon, l'Université de Paris 1, Descartes, Montpellier, l'INSA de Lyon, là je regarde ma liste, hein, j'avoue, TSE Toulouse, l'École des Mines, et nous avons un représentant évidemment du MEAE, et puis notre directrice générale, hein, et il travaille sur la journée, hein, pour déterminer les élèves qui seront qui auront effectivement accès à cette bourse et que nous rencontrerons à la rentrée d'ailleurs, quand ils arriveront dans le système français. Moi, j'ajouterais deux choses, Rosane, si tu permets. Moi, je te permets. Pour contenir un peu les candidatures et discriminer un petit peu, depuis 2 ans, on a posé un critère supplémentaire, celui de l'obtention de la mention très bien au bac. Oui, Donc, pardon. autrefois, ce n'était pas requis, je crois qu'on était à bien. Donc là, on peut avoir des dossiers sélectionnés en commission et qui n'obtiendront pas la mention très bien, qui seront donc déclassés. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête. Mais c'est dans la note, c'est en toute transparence. Et ensuite, et ça, à la limite, c'est la seule partie qui peut manquer de transparence un petit peu, c'est qu'on a aussi une volonté d'équilibrer les territoires et donc de pousser géographiquement des zones qui ont peu de candidatures ou qui sont peu représentées ou qui correspondent à des terrains de développement. Et donc là, il peut y avoir des priorités politiques qui peuvent être mises localement sur tel ou tel territoire, mais sans contrevenir aux critères de base, hein. C'est-à-dire que ça ne conduira pas à repêcher un dossier qui n'aurait pas été pris. Mais par exemple, entre deux dossiers équivalents, le 20e du Liban et puis le seul de Madagascar, je caricature involontairement, mais là, on ira peut-être chercher celui de Madagascar. Voilà. Merci bien, merci beaucoup. Je suis désolée si... Excuse-moi Hélène, juste 10 secondes. Je suis désolée si la question était formulée de manière qui pouvait peut-être un petit peu heurter. C'est effectivement comme ça qu'elle nous est remontée, parce que je pense que vraiment, c'est circonscrit à à certains pays, ou en tout cas, ou peut-être même établissements. Il y a ce sentiment de qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Mais si cette partie engagement citoyen, par exemple, est explicitée clairement dans la lettre, la circulaire, voilà, je pense que ça suffit à répondre aux interrogations. Après, c'est vrai que parfois on a un rôle, hein, Sébastien évoquait le fait que à certains endroits, ces bourses France Excellence Majeure sont connues et on a des pays qui abondent en dossiers. On a des établissements, enfin, ou des endroits où c'est, je sais pas, je vais dire moins connu, où on s'y engage moins, on a plus peur de se lancer effectivement et de présenter, les établissements de présenter des candidatures. Et c'est à nous régulièrement, ça m'est arrivé, hein, sur certains pays de la zone Afrique australe et orientale, dont j'étais la référente, de dire, mais présentez, il n'y a pas de dossier de tel ou tel pays, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas d'excellents élèves qui répondent au profil. Là, on pousse effectivement quelquefois, enfin, ou du coup, on informe là-dessus, à pousser l'ambition quelquefois de certains établissements à présenter leurs élèves. En tout cas, je vous remercie tous de vous montrer comme chaque année disponible, de faire preuve de franchise, de disponibilité, de savoir rebondir aussi sur nos demandes, peut-être pour de temps en temps aller un peu plus loin. Enfin, donc c'est très riche comme échange et on vous en est tous très reconnaissants en tout cas.
Bah, écoutez, nous, on est ravis d'être là. Un petit moment, effectivement, même pour nous, c'est une petite synthèse Ouais, parfois. puis ça nous challenge. C'est Ouais. bien. Ah bah le cycle est complet parce que enfin, la consultation qui est lancée est vraiment très large et un peu sans filtre. Elle est bien organisée mais un peu sans filtre. Et donc aussi également merci pour la qualité de l'échange et pour les, le peu de filtres aussi que vous utilisez. Voilà, là vous pouvez nous répondre, on sait que vous nous répondez et on sait qu'il n'y a pas de choses cachées. Également aussi à tous ceux qui ont alimenté le chat, qui ont rendu cet échange très très vivant. Voilà, Et donc, rendez-vous à l'AG pour tout le monde. il faut. Absolument. Dit-elle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Bonne toutes et suite tous. et Oui. effectivement en juillet. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Au Rosane, revoir. merci Au Sébastien, revoir. merci Au revoir. Christine, merci à Frédéric aussi qui est parti. Et merci à toi, Mélissa, qui Ben organise. oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, à À bientôt. bientôt.